C'est parti. Euh, Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les marques personnelles de personnes qui font autorité dans leur domaine d'expertise pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, je suis coach en personal branding pour fondateurs et dirigeants. Et aujourd'hui, je reçois une femme qui n'a pas juste construit un business, elle a construit un mouvement. Salut Margot. Coucou, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien, ravie d'être là. Ravi aussi de t'accueillir. En fait, je suis très content de t'accueillir parce que on va aborder un sujet qui intéresse beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs d'ailleurs indépendants ou même des fondateurs qui sont dirigeants aujourd'hui. Et en fait, le sujet qui revient beaucoup, et ça je le sais parce que j'ai souvent la question, c'est comment je monte une communauté autour de moi et par extension autour de mon business. Et en fait, très peu y arrivent. Et moi, j'ai une hypothèse de pourquoi très peu y arrivent. C'est que je pense que c'est pas uniquement par manque de stratégie, c'est à cause notamment du prix à payer pour y arriver, parce que très peu sont prêts à faire les sacrifices nécessaires. Mais ça, c'est juste mon hypothèse, donc je voudrais voir avec toi qui l'a fait. Toi, tu y es arrivé en quelques années seulement, donc c'est en plus de manière assez rapide. On reviendra sur les chiffres de ta communauté parce que je pense que je suis même après quelques jours, je suis peut-être même déjà plus à jour. En tout cas, ce que je sais, d'après les chiffres que j'ai vus sur LinkedIn, c'est que tu as accompagné plus de 3000 femmes à entreprendre. Ça a peut-être bougé, tu nous rediras aussi après. L'idée, c'est que les chiffres sont quand même assez importants. C'est de comprendre comment tu as fait. Et j'aimerais ne pas juste parler de personal branding et visibilité, mais aussi parler du coup, voilà, de ce que ça coûte de créer un lien réel avec son audience et des choix que tu as fait que potentiellement personne ne voit, tu vois. Et donc, si ça te va, voilà le programme. Mais avant, je vais te laisser te présenter, toi et ton Très bien. entreprise. Merci beaucoup. Et ben du coup, le programme me va parfaitement. Pour commencer, du coup, moi, bon, je m'appelle Margot, j'ai 25 ans. Je me suis lancée il y a à peu près, il y a 4 ans et demi à peu près dans l'entrepreneuriat. Avant, je faisais des études de droit, donc vraiment rien à voir. J'ai fait 3 ans de licence. Euh, mais bon, déjà à ce moment-là, je sentais que j'avais pas du tout envie de travailler toute ma vie dans un bureau. Mais j'avais aucune idée que l'entrepreneuriat en ligne ça existait. Et pour moi, l'entrepreneuriat c'était réservé vraiment un cliché, genre aux personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui sont plus âgées, etc. Et bref, j'ai pris une année sabbatique pour partir en Australie pour faire un petit peu une pause avec mes études. Et là-bas, j'ai rencontré du coup des digital nomades qui m'expliquaient que eux, ils voyageaient, ils travaillaient depuis leur ordinateur. Et ça a ouvert vraiment un truc dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, genre, si tous ces gens-là, ils sont en train de vivre leur best life, de voyager, de travailler en même temps, je vais pas me faire chier à retourner en master alors que je déteste ce que j'étudie et que j'ai absolument pas envie de faire ça de ma vie. Et donc, du coup, j'ai décidé de pas reprendre mes études, de pas faire mon master et de lancer mon business. Donc j'ai commencé par être community manager. Et j'ai de plus en plus de clients, je me suis de plus en plus développée et du coup il y a de plus en plus de femmes qui me demandaient mais comment t'as fait, comment tu trouves des clients, comment tu fais pour créer une communauté, comment tu fais pour faire tout ça. Et donc de fil en aiguille, je me suis dit j'allais les accompagner d'abord gratuitement, ensuite à un tout petit prix et puis ça a commencé à bien se développer. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à que j'arrivais bien à leur transmettre les aspects pour développer leur business. Et donc, quand j'ai été full en coaching individuel, j'ai décidé de créer Boost on Biz, Ouais. que j'ai créé en ayant en tête un seul objectif, c'est que ça puisse accueillir des milliers, même des centaines de milliers de femmes à terme, sans que ça me prenne à moi plus de temps. Donc j'ai vraiment construit le truc comme ça dès le départ. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis 100% focus là-dessus et on a dépassé les 3000 femmes récemment là accompagnées dans ce programme en 3 ans. Voilà un petit peu le parcours. Ouais, merci. Ça, pour finir de poser le décor, je sais que toi, tu acceptes généralement, j'ai vu dans tes partages, de parler des chiffres et je trouve que c'est bien parce que c'est pas trop dans la mentalité française, mais c'est important, je pense, enfin, moi, je trouve ça cool, tu vois, et ça motive et ça inspire, etc. Est-ce que on peut parler, juste pour finir de poser le décor, des Bien sûr. chiffres là, tu as dit 3 ans, 3000 femmes. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres sur la taille de ta communauté? Je sais pas, sur les chiffres d'affaires, je sais que tu les partages parfois, je sais pas si c'est en Ouais, mensuel, en annuel, je sais pas. ouais, Mais est-ce qu'on peut finir de poser les chiffres pour que les bien gens sûr. comprennent là où t'en es aujourd'hui en 3 ans? Parce que c'est quand même assez impressionnant et je pense que c'est important qu'ils le comprennent dès le début pour comprendre ce qu'on va creuser ensuite. Cool. Alors du coup, bah moi de toute façon j'ai aucun problème à parler de toutes sortes de chiffres. Donc déjà au niveau de ma communauté, j'ai sur LinkedIn j'ai 35 000 il me semble. Sur Instagram j'ai 70 et sur YouTube j'ai 15 000 à peu près. Donc ça fait un peu plus de 100 000 et quelques. Et en termes de chiffre d'affaires, là du coup ces 4 dernières années j'ai généré 5 millions.
Là, sans compter ce qui arrive dans l'année 2025, donc entre 2021 et 2024. Super Voilà. balèze. Et tu disais que tu étais toute seule, juste pour aussi comprendre le business. Aujourd'hui, j'imagine que même si toi, tu es solo, tu as embauché des freelances, enfin, tu t'es entouré, c'est ça, d'une équipe? Ouais, bien sûr. J'ai pas d'associé, mais par contre, je suis entourée d'une quinzaine de freelances avec qui je bosse de manière régulière sur le long terme. C'est des personnes qui ont leur business aussi de leur côté et qui sont pas full time sur moi, mais avec qui je bosse régulièrement depuis pour certaines depuis 3 ans, quoi. Ok, ok. Et je me posais une question là qui me venait juste en tête quand tu dis c'est impressionnant de développer une audience sur plein de réseaux. Tu vois, t'aurais pu dire en fait j'ai 100 000 personnes sur Insta, toi 15 000 sur YouTube, 35 000 sur LinkedIn, 70 000 sur Insta. Juste, c'est quoi le plus dur? On va creuser après, mais c'est YouTube, c'est Insta ou c'est LinkedIn? Euh, j'ai pas entendu la suite de ta question. C'est quel réseau est le plus Ouais, dur en gros? c'est Ouais. lequel le plus dur, ouais, pour monter une audience? Moi, je trouve que c'est YouTube. Je trouve que c'est YouTube parce que ça prend énormément de temps. Genre, par exemple, pour LinkedIn, ça fait à peu près 1 an et quelques que j'y suis. Insta, ça fait 3 ans. Genre, YouTube aussi, ça fait quasiment 3 ans que je poste assez régulièrement. Et genre, ça met du temps. Là, ça commence à bien prendre. Mais je trouve que c'est un réseau qui, sur le long terme, c'est le meilleur parce que bah, tu restes référencé, tes vidéos, elles remontent et elles continuent de gagner des vues. Genre, sur YouTube, mes vues, elles augmentent, même celles d'il y a 2 ans. Mais pour se faire une place et se faire connaître au départ, je trouve que c'est le plus compliqué. Ouais. Ouais, oui, YouTube, c'est Google, donc c'est hyper stratégique, Ah, voilà, mais ça prend c'est du temps. un canal qui est ultra mature aussi. Et donc aujourd'hui, il y a une barrière à l'entrée qui est super forte. Il faut créer des super vidéos. Enfin, il y a du gros niveau, quoi. Alors que LinkedIn, la barrière à l'entrée est peut-être un peu plus faible encore aujourd'hui. Ça se Ça prend moins de professionnalise, mais temps. c'est encore un peu, il y a encore de la place. Et juste en termes, même si tu les as pas démarrés en même temps, pareil pour l'audience, pour les personnes qui se posent les questions de où je me lance. Pour toi, pour ton business, et je précise bien pour ton business parce que ça dépend vachement aussi des modèles, etc. C'est quel canal qui a le plus de ROI, qui ramène le plus de business aujourd'hui pour toi? 80% d'Insta, je pense. 85 Ok, même. Genre full ok. Insta. Parce que Et je c'est là pense que tu as démarré. et c'est là que j'ai démarré. Et justement, je pense que bah, tout à l'heure tu parlais de communauté engagée, etc. Pour moi, il y a pas mieux que Insta parce que sur Insta il y a les stories et les stories c'est littéralement suivre ton quotidien chaque jour et moi depuis 4 ans maintenant il n'y a pas une journée où je fais pas une story. Je montre toute ma vie, tout ce que je fais, je raconte ma vie, je fais des face cam, je montre mon quotidien et en fait je pense que c'est ce qui me permet d'avoir une communauté aussi engagée parce qu'elle me suit au quotidien sur Insta et c'est là-bas que je fais la plupart de mon business, quoi. Ok, ok. Et pour bah, justement, pour entrer dans le vif du sujet, comme c'est du quotidien, genre tu partages ta vie par exemple sur Insta, et c'est quoi l'émotion ou le message que tu veux qu'on ressente à chaque fois qu'on voit passer ton nom? Est-ce que ça, tu l'avais mentalisé d'ailleurs, enfin prévu ou pas du tout? Alors pas du tout. En fait, d'ailleurs c'est très récemment que je m'en rends compte que moi le truc qui revient et que j'ai envie de transmettre c'est de la motivation et de l'espoir que c'est possible en gros. Mais pendant hyper longtemps, je le faisais un peu naturellement parce que j'ai toujours montré mon parcours, j'ai toujours mais tout raconté. Genre là, enfin je parle de mes chiffres, mais quand je faisais mes premiers 200 €, je faisais mes petites stories en mode je fais mon premier contrat de 200 € et tout. J'ai toujours tout partagé. Dès que j'ai eu des galères, je les ai dites. Dès que j'ai eu j'ai fait des erreurs, je les ai assumées. Enfin, j'ai toujours tout dit sur mon Insta. Et, euh, et donc c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, ça a créé vraiment un lien qui est ultra puissant et qui est la raison aussi de pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui. C'est parce que je me suis jamais cachée de rien. J'ai toujours tout partagé, tous les coulisses, toutes mes galères. Et ça m'a rendu aussi un peu plus, enfin ça me rend toujours aujourd'hui un peu plus humaine et accessible que la plupart des gens sur ce marché. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi, quoi. Ouais, et aujourd'hui, bon, c'était une question que je voulais te poser plus tard, mais comment tu ça amène à ma question, en fait. Aujourd'hui, avec 70 000 personnes sur Insta et présentes tous les jours, tu parles d'accessibilité. Tu fais comment, tu vois? Tu arrives à répondre à tout le monde? Parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui se disent au début: «Bah, ouais, moi, je suis accessible, c'est mes valeurs». En fait, au début, c'est facile de répondre à tout le monde, mais une fois que tu as une énorme communauté, ça te met en porte-à-faux, en fait. Tu veux rester accessible, mais tu peux pas en vrai, c'est impossible. Impossible. En vrai, j'ai mis énormément de temps à lâcher ça. Genre, pendant, je pense,
une année au moins, je commençais enfin, je passais sur 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour sur Insta à répondre à tous mes DM parce que je voulais avoir zéro personne laissée sans Ouais. réponse. Et genre, depuis le début, quand je me suis lancée, je me suis dit, je vais toujours répondre à tout le monde et toujours relancer avec une question et toujours maintenir la discussion avec tout le monde. En fait, au bout d'un moment, bah, je me suis bien rendu à l'évidence que c'était plus rentable de passer 5 heures par jour à répondre à mes DM. Et maintenant, j'ai lâché dans le sens où je si je vois passer un message ou si je suis sur Insta, je réponds à 3, 4, 5 messages à plusieurs moments dans la journée, mais j'arrête de vouloir répondre à absolument tout le monde. Je sais que je rate la plupart des messages. Dès que j'en ai un que je vois, j'y réponds. Mais après, en fait, vu que je suis là tout le temps en story et que je raconte toute ma vie en story, bah ça garde quand même ce lien de proximité, même si c'est plus de l'échange one-one, quoi. Ouais, OK. Intéressant, l'évolution. Tu as répondu à une partie de ma prochaine question. J'ai entendu quand même que tu passais jusqu'à 4-5 heures à un moment à répondre à des DM. Ma question, c'est l'une de tes plus grandes forces, c'est ton lien avec ta communauté et ça même t'en parle beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as fait concrètement pour monter, une telle communauté que 95 des autres entrepreneurs ne font pas ou n'oseront jamais faire? Mmh mh. Alors déjà, je pense que en fait, je pense que ce qui freine beaucoup d'entrepreneurs justement de créer ce lien de communauté, c'est qu'ils sont beaucoup plus focus et je comprends sur, vendre, transformer, ses abonnés en clients, convertir, plutôt que sur l'aspect communauté. Et moi, par exemple, quand je me suis lancée sur Insta, j'avais pas d'offre à vendre au tout départ parce que je t'ai même pas lancée, je t'ai même pas formée, je savais pas quoi faire. Donc j'ai commencé à créer du contenu, à faire mes petites stories, à raconter ma vie avant même d'avoir quelque chose à vendre. Et je pense que j'ai toujours eu à cœur de créer du lien et de créer une communauté avant de chercher à convertir. Et je pense que déjà la première étape, avant même de parler de comment on fait concrètement, c'est dans quel état d'esprit tu es. Si tu es dans un état d'esprit de créer du lien, de créer une communauté, tu vas naturellement répondre aux messages, tu vas envoyer des petits messages, tu vas poser des questions, tu vas répondre aux commentaires, tu vas raconter des choses que tu as envie de leur dire pour les faire avancer. Si tu es focus sur vendre, eh ben, tout ce que tu vas faire, ça va être pour convertir. Donc, tu vas pas voir tes abonnés comme des personnes, mais comme des clients potentiels, donc Ouais. comme de l'argent potentiel à se faire. Et du coup, ça, c'est pas du tout la même relation naturellement qui se crée après. Donc, je pense déjà la base, c'est ça. Et ensuite, concrètement, qu'est-ce que moi j'ai fait pour créer ma communauté? Bah, déjà, premièrement, leur parler tous les jours par message. Encore une fois, même si c'est pas répondre à tout le monde tout le temps, parce que maintenant je peux plus le faire. Bah, dès que je vois un message qui est mignon, je réponds. Dès que je vois quelqu'un qui me pose une question et que j'ai un peu de temps, je réponds. Très souvent, si on répond à une de mes stories, bah, j'essaie de mettre un petit toi, comment tu vas, pour voir un petit peu, enfin, toujours relancer et encore maintenant. Mais je le faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup au départ. Donc vraiment, prendre le temps d'échanger avec chacun de mes abonnés, de discuter, de poser des questions, de m'intéresser à eux, de leur montrer que c'est vraiment des personnes à qui je tiens entre guillemets et pas juste des gens à qui je veux vendre quelque chose. Et deuxième gros truc, c'est de parler beaucoup de toi, de ton histoire, de tes valeurs, de ce que tu veux accomplir, de tous tes succès, mais aussi tes échecs, tes galères, les déclics que tu as eus, ce qui t'a mené là. Je pense que plus les gens en savent sur toi, plus ils s'accrochent à toi et plus ça crée ce lien-là. Je pense que c'est les deux gros trucs vraiment, enfin les trois, le mindset à avoir, le fait de leur parler tous les jours et de s'intéresser à eux et de leur poser des questions, et le fait de partager beaucoup de morceaux de toi en fait dans ton contenu. Ouais et ça, par exemple, t'as été vraiment super forte pour le faire sur Instagram. T'arrives à le répliquer sur LinkedIn? Ou c'est différent, c'est une autre vibe? Je trouve ça complètement différent sur LinkedIn. Mais pas plus. Enfin, en gros, j'ai une communauté, je trouve, qui est différente sur LinkedIn où je vais moins. En fait, c'est moins instantané sur LinkedIn. Vu qu'il n'y a pas les stories, c'est plus difficile de vraiment juste raconter tout ce qui te vient en tête au fur et à mesure de la journée. J'essaie de le faire quand même parce que finalement, mes posts, par exemple, mes posts du matin, c'est toujours un truc qui se passe dans mon business et que j'ai envie de raconter. Donc, je le fais quand même sur LinkedIn, mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile de créer genre un vrai lien profond sur LinkedIn Ouais, parce qu'il n'y a pas ce truc de instantanéité, spontanéité des stories et de raconter un peu sa vie de manière plus brute, tu vois. Je sais pas si c'est clair OK. ce que je raconte. Ouais, ouais, non, mais carrément. Bah, pour moi, c'est clair parce que je suis sur les 2. Alors moi, je suis surtout sur LinkedIn, Instagram, je suis nul, enfin, j'investis pas beaucoup, mais je comprends du coup le truc où
il y a un peu plus de distance sur LinkedIn. C'est pas paramétré pour créer autant de proximité avec les gens et pour partager autant la partie perso. Mais après, c'est peut-être, ça changera peut-être, mais c'est vrai que dans l'ADN, c'est pas pareil. Et du coup, je voulais savoir, enfin, tu l'as dit un petit peu, mais pour les gens, quand on regarde aujourd'hui tes chiffres, tu vois, ça donne un peu le vertige. On peut se dire, ah ok, bon, aujourd'hui, elle a fait 5 millions, elle a tant de gens. Mais comment tu as commencé au début? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as dû lâcher ou que tu as changé, tu vois? Je voudrais un peu savoir les grandes étapes pour les gens qui nous écoutent. Une fois que tu as décidé, tout à l'heure, tu as partagé que tu avais un moment décidé de te lancer en community manager freelance. Et puis, à un moment donné, tu as paramétré ton business directement pour qu'il soit fait pour accueillir genre 3000 personnes ou 10 000. Et à ce moment-là, bah, je sais pas si tu avais déjà une grosse audience, mais à ce moment-là, du coup, tu te dis, bah, maintenant que c'est paramétré comme ça, il faut qu'il y ait du monde, tu vois. Et c'est quoi les actions que tu as mis en place les unes après les autres, en gros, tu vois, pour comprendre. Donc déjà, pour passer rapidement sur la partie CM, en gros, ce que je faisais comme action, c'est très simple, c'est j'envoyais des messages à l'appel pour proposer mes services. Donc bon, ça, en Ok. gros, classique. Je faisais du contenu pour montrer que je savais utiliser les réseaux sociaux, et ensuite, j'envoyais des messages. J'avais fait des tests gratuits. Enfin, j'avais fait offert des prestations gratuites pour avoir des témoignages. Et du coup, ben, je bombardais beaucoup de prospection, mais toujours de la prospection ultra ciblée, jamais un message copier-coller, toujours voilà, je sais que tu fais ça, voilà ce que je proposerais pour ton compte, tu pourrais améliorer ci, ça et ça. Et du coup, je prospectais énormément comme ça. Et donc ensuite, la visibilité a commencé à arriver sur Insta. Il y a plein de meufs qui ont commencé à me dire ah mais comment tu fais pour trouver des clients, c'est trop stylé, parce que je partageais déjà mes chiffres sur Insta. Et puis même si c'était au départ genre 800 1000 euros par mois, ben c'était quand même inspirant pour des femmes qui venaient juste de commencer. Et donc bref, j'ai directement euh, euh, j'ai directement commencé à partager tout ça. Et en fait, le moment où j'ai switché et où je me suis dit, OK, il faut que je crée Boost on Biz, c'était même pas c'était aller un an pile presque après que je me sois lancée. Donc c'était Ouais. même pas très avancé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas beaucoup d'abonnés à ce moment-là, mais juste, j'avais plus de temps. Je pense que j'avais 500, 600 abonnés en vrai, mais j'avais plus de temps parce que j'avais mon agenda qui était rempli. Donc je pouvais plus accueillir plus de personnes en one-one, même si Ouais. je voulais. Je voulais absolument pas m'arrêter là, déjà égoïstement parce que je voulais développer mon business et aller beaucoup plus loin, et Ouais. aussi parce que je me rendais compte de l'ampleur des difficultés des femmes pour se lancer dans l'entrepreneuriat et pour réussir. Parce que pourquoi est-ce que je suis sur, j'accompagne les femmes aujourd'hui, c'est parce que il y a énormément de travail de déconstruction à faire, et que je pense que si je suis ciblée sur elles, je peux faire un travail qui est plus profond et plus percutant, parce qu'elles ont beaucoup plus de trucs à déconstruire. Bref. Et Ouais. du coup, je me rendais déjà compte de ça à ce moment-là. Et en fait, je me dis, bah, vu qu'il existe aucune femme, surtout il y a 3 ans, sur le marché qui vraiment montre la voie, un peu comme pourrait le faire Yomi, par exemple, ou comme l'a fait Yomi Ouais. pour les mecs il y a quelques années, il y a personne qui fait ça sur le marché. Donc, je vais d'ores et déjà créer et designer un peu mon programme pour que je puisse devenir la future Yomi, entre guillemets, parce que j'avais beaucoup Yomi comme référence à ce moment-là. Ouais. Et, Ok. et donc, à partir du moment où j'ai décidé que mon business ça allait être ça, et ben il a fallu que je mette en place beaucoup plus de moyens et de grands moyens. Et je pense que c'est un truc qui reste de mon parcours, c'est que en fait, je me suis toujours fixé des objectifs complètement, enfin presque inatteignables, Ouais. parce qu'en fait, c'est ma façon à moi de me mettre en mouvement et de voir 10 fois plus grand et de faire 10 fois plus de choses pour atteindre ces objectifs qui semblent inatteignables. Et donc, en fait, c'était ça au départ, tu vois. Je me dis, bah, ok, comment est-ce que je fais pour avoir 10 000 femmes dans mon programme? J'en suis toujours pas à 10 000 femmes, mais c'était ma vision dès le départ. Et en gros, ça m'a poussé à mettre en place des systèmes d'acquisition beaucoup plus puissants, des challenges, des trucs, enfin, voilà, beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus stratégiques. Et le fait de mettre un objectif aussi énorme m'a mis en mouvement forcément pour faire des actions plus challengeantes, des choses que personne n'a forcément pensé à faire, et, Ok. euh, et qui m'ont permis de me développer, quoi. Et ok. Et quand on a enfin, quand on pose comme ça une ambition bah, super forte et que du coup on met en place des actions stratégiques et qu'on va vite, forcément on peut aussi casser des choses. Ça fait partie du jeu sur le chemin. Quand on va vite, on casse des choses sur le chemin. Et je voulais savoir, toi, sans forcément des trucs qui ont pété, mais quelles sont les leçons que tu as apprises
à la dure, tu vois, les choses que tu sais pour monter une communauté, mais qu'on pourrait pas trouver sur Google ou ChatGPT, tu vois, vu que tu allé très vite. Je pense déjà il faut accepter, et ça, je me parle à moi-même parce que je l'ai toujours pas accepté en vrai. Ok. Il faut accepter le fait que si t'as des gens si t'as, en fait, plus ta communauté est engagée, plus les gens qui ne t'aiment pas te détestent, en gros. Parce que en Ah fait, ouais. si t'as une communauté qui est ultra engagée, ça veut dire que t'es ultra naturel, authentique, que t'as un vrai lien avec les gens, donc que t'es toi-même, donc que tu t'exposes. En fait, quand tu te dévoiles comme ça, bah tu te mets à nu. Tu vois, moi, mon audience, elle connaît toutes les relations que j'ai eues, pourquoi elles se sont terminées, tous les erreurs de management que j'ai fait, les gens que j'ai dû virer, l'argent que j'ai perdu. Enfin, j'ai toujours tout raconté. Et pareil, tu vois, j'ai beaucoup, genre, je montre combien je gagne d'argent, je parle d'argent librement. Et bref, en fait, le fait de s'exposer autant comme ça fait que pour les gens qui vibent pas en gros avec avec ton message, avec qui tu es, et ben c'est beaucoup plus violent, tu vois, que si c'était Ouais. un peu plus lisse. Et donc je pense que le premier truc que j'ai appris à la dure et que j'apprends encore maintenant, c'est que plus il y a des gens qui vont me kiffer, plus il y a des gens qui vont me détester et qui vont avoir envie de vraiment me voir me casser la gueule, quoi. Et donc ça je Mm. pense que c'est le truc principal en vrai qui a été dur Et à accepter. Et, et je pense accepter aussi c'est un peu chelou à dire, mais accepter le truc que tu rends des comptes maintenant, enfin que tu rends des comptes à ta communauté. Genre en fait moi, même si c'est pas censé se passer comme ça et que en gros tout le monde de manière rationnelle dirait oui mais c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, machin, t'es pas censé leur rendre des comptes. Bah en fait si, genre tu vois, je suis toujours en train de me dire ben faut que je poste, faut que je sois là pour elle. Si à un moment il y en a une qui me dit un message, bah faut que je fasse un contenu pour l'aider. Faut pas que je sois, faut pas que je comment dire, faut pas que je me laisse trop aller parce que ben sinon je vais arrêter de les motiver. Il faut pas non plus que je montre trop parce que sinon je vais les culpabiliser. Et toujours se demander bah comment est-ce que tu vas, enfin sur quelle pincette tu vas prendre plutôt pour ne pas trop les brusquer, mais les motiver quand même, mais ne pas aller trop loin là-dedans. Et c'est toujours une prise de tête en fait de savoir est-ce que tu vas pas toucher des gens, frustrer des gens, quoi. ouais, Surtout ça. ouais. Ouais, j'avoue que ça, c'est chaud. Ah, c'est intéressant que tu parles des haters, etc. Moi, j'ai l'impression que en fait, pour les haters, comme pour les fans, bah, il y a un truc un peu dangereux, c'est parce que c'est décuplé, tu vois. Tout est décuplé sur les réseaux. Et toi, est-ce que tu as fait un travail, enfin, comment tu fais pour vivre correctement, soit les critiques, soit même l'amour excessif des gens, tu vois? Parce que je trouve sur les réseaux, parfois, tu as des gens que tu connais pas. Bah, tu as le phénomène fan, qui est l'opposé du phénomène hater, mais je trouve qu'il se rejoint presque, quoi. C'est une extrême. Et c'est un peu dangereux parce qu'un fan peut vite, très très vite passer hater s'il est déçu. Et ça, est-ce que tu le gères ou est-ce que du coup tu le gères pas parce que finalement, c'est pas ton problème, ça, Alors c'est chaud, je trouve. ouais, c'est mon problème. Genre, par exemple, typiquement, j'ai du coup une personne, on peut dire fan, mais trop bizarre, genre qui me dit, bah écoute, je vois où t'habites avec toutes les vidéos que tu mets. Si tu me réponds pas, en gros, je vais venir devant chez toi. Genre, je sais où tu habites parce que j'ai reconnu tel endroit, tel endroit. J'ai pas mal. J'ai eu quelques cas comme ça un peu extrêmes. Et à côté de ça, des gens qui avaient la haine, mais au point de retrouver le numéro de mes parents et tout. Enfin, genre Ah ouais. vraiment. Donc en fait, c'est pour ça que c'est le truc de communauté engagée fait que bah t'as des gens d'une extrême ou de l'autre qui vont être vraiment chelous et vraiment flippants. Euh, Après, je vis pas en France, donc ça m'aide aussi. Genre, c'est une des Ouais. raisons pour lesquelles je suis bien loin de la France. Mais donc du coup, est-ce que je le gère? En vrai, bah je le gère pas tant que ça. Enfin, genre je suis toujours ultra déçue et triste et je me remets toujours trop en question dès que je vois un commentaire négatif ou un truc méchant. Euh, et ça, je pense que, enfin, je sais pas s'il y a des gens qui le vivent beaucoup mieux que d'autres. Moi, je sais que de base, je suis quelqu'un qui a énormément besoin de reconnaissance et d'être aimé par les autres, d'être validé par les autres. C'est un défaut, hein, j'en suis consciente. Mais du coup, le fait d'avoir une communauté comme ça me met tout le temps face à ce problème-là que je dois travailler chez moi. Le fait de pas plaire à tout le monde et de pas être aimé par tout le monde. Et le fait d'avoir beaucoup de critiques me fait constamment travailler là-dessus. Je pense pas que j'en suis encore à un stade où je peux dire que je m'en fous, et je sais pas si un jour je m'en foutrais vraiment, mais en tout cas comparé à il y a 4 ans, j'ai beaucoup moins peur d'en avoir. Je suis toujours aussi mal
à l'idée d'en avoir, enfin quand j'en ai, mais j'ai moins peur et je m'empêche plus de dire des trucs parce que j'ai potentiellement en avoir, donc ça c'est déjà un grand pas. Et surtout j'ai compris que en fait quand je vois une critique, il suffit que en fait ma vie elle change pas. Genre si j'avais pas vu cette critique, Ouais. ma vie elle aurait pas bougé, il y a rien qui aurait évolué, il y a rien qui aurait changé. C'est juste le fait que je la vois qui me met mal et donc en fait en fait c'est comme si ça existait pas parce que ce que cette personne dit, si je l'oublie et que j'enlève de ma tête, il y a rien qui change dans ma vie et donc maintenant j'essaie de faire un petit peu comme ça. Genre dès que je vois un truc, je dis bon, dans 1 heure j'y penserai plus et je verrai que ma vie elle aura pas changé donc c'est pas bien grave. Ok. Donc voilà, Ouais, c'est un peu ça c'est vrai que c'est un vrai truc de. Et ça, même quand t'as pas une grosse audience, je pense que personne, enfin toute personne qui est humaine vit mal une critique ou un commentaire méchant ou un commentaire hater, c'est normal. Après, c'est comment tu le traites. C'est vrai que c'est comment, enfin la vraie question derrière, c'est comment rester connecté à son audience sans tomber dans l'addiction au feedback ou à la validation. Et ça, je trouve ça super dur. Toi, tu dis que tu essaies de faire un peu l'autruche, de dire ok, ça s'est passé, j'y pense plus. Et en fait, une heure après, il s'est rien passé de plus dans ta vie et donc tant mieux. Et est-ce que tu as d'autres méthodes pour justement pas tomber dans autant, enfin, autant pour le positif que le négatif, tu vois, cette addiction au feedback? ouais. Je pense que en fait, je sais pas si il faut vraiment s'en détacher dans le sens où en gros, en fait, tu peut-être que je me trompe, j'ai jamais réfléchi à la question là, mais je sais pas si tu peux vraiment créer une communauté engagée tout en ne tombant pas dans le truc de la reconnaissance et de vouloir être toujours connecté, de vouloir toujours avoir des feedbacks et de vouloir toujours te nourrir de cet amour-là. En fait, j'ai l'impression que c'est presque lié dans le sens où en fait, si t'es aussi exposé, c'est parce que d'un côté, t'as envie de l'être et t'as envie de partager, t'as envie de transmettre et t'as envie de connecter. Et donc, je pense que naturellement, tu es constamment dans cette recherche de voilà, cette meuf-là, elle m'a dit que je l'avais aidée, elle est trop contente, ça l'a motivée, elle est trop cool, j'ai ce feedback-là. Et ça, en fait, c'est aussi ça qui te drive. Enfin, moi, c'est ça qui me drive. Tu vois, de voir tous les jours des messages des filles qui me suivent en mode merci, grâce à toi, j'ai fait ça, j'ai lancé tel truc, j'ai osé faire ci, je me sens comme ci, je me sens comme ça. C'est aussi ça qui me pousse à continuer. Donc, je pense qu'il y a évidemment une limite à trouver. Genre, j'ai aussi conscience que c'est ma vie virtuelle et pro et que c'est pas ce qui compte vraiment pour moi, c'est ma vie perso, mes proches, ma famille, mon entourage. Donc j'arrive quand même à faire la séparation, je pense. Mais je sais pas si tu peux avoir une communauté engagée et être déconnecté des feedbacks et en gros ne pas tomber dans le trop de reconnaissance, tu vois. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Ouais, ouais, merci pour le témoignage et justement en fait, moi je trouve, moi je parle de personal branding, mais en gros dans le personal branding, il y a quand même créer du contenu et prendre la parole en ligne, c'est souvent en ligne, et ça crée une feedback loop permanente de, tu dis des choses et t'as des feedbacks quoi, direct, bon, mauvais, etc. Et ça permet de progresser vachement sur toi. Tu le disais tout à l'heure, ça me fait bosser sur moi, ça me fait bosser sur mon problème de besoin de reconnaissance, etc. Et je voulais savoir, ouais, toi, depuis le début, là, tu as fait un chemin de plusieurs années. Quelle part de toi, du coup, tu as dû assumer, tu vois, pour créer cette connexion, la maintenir? Est-ce que, enfin, sur quel gros sujet ça t'a fait progresser, tu vois? Ouais. Euh, ben bon, je vais pas me répéter, mais déjà le premier truc sur lequel j'ai évolué, c'est mon besoin de plaire à tout le monde. En fait, je pense que ça c'est vraiment le truc numéro un qui moi m'a toujours handicapée et qui a toujours été, enfin, tu sais, j'ai toujours été ultra timide, mais enfin presque phobie de quand j'étais plus petite de faire des soirées d'être avec des gens que je connaissais pas, toujours à me remettre en question, à me dire mais t'es ridicule, t'as dit ci, t'as dit ça, anxiété sociale de ouf, et j'ai toujours été même ultra introvertie. Et je pense que du coup, j'ai toujours eu énormément peur d'être rejetée et d'être critiquée. Et donc forcément, d'être sur les réseaux, ça m'a remis mais constamment face à ça. Et donc c'est le premier truc sur lequel j'ai évolué et que j'ai dû, la partie de moi que j'ai dû assumer. Euh, Après, je pense que il y a plein de trucs, tu vois, le côté lâcher le vouloir être parfaite et vouloir que les gens pensent euh, enfin, et qu'une bonne image de toi. En fait, si t'acceptes de tout dire à ton audience et d'être, enfin, quand je dis tout dire, c'est pas forcément obligé, pardon, de partager ta vie perso ou autre, tu dis ce que tu veux, mais en tout cas, de te montrer pleinement toi-même, ça veut dire que t'acceptes aussi que les gens voient tes côtés moins stylés, genre moins glamour. Moi, par exemple, je partage souvent, que
que je suis quelqu'un de très anxieuse de base et qui fait beaucoup de crises, qui a eu beaucoup de périodes compliquées par rapport à ça, et ben quand j'en suis dedans, je le partage. J'ai aussi fait beaucoup d'erreurs de gestion financière, d'erreurs de management. Je me suis fait beaucoup avoir un petit peu, enfin on m'a beaucoup utilisé entre guillemets. Bref, j'ai eu des expériences pas hyper cool. C'est pareil, c'est des trucs que je dois partager pour rester authentique. Tous les lancements que j'ai faits qui ont foiré, tous les moments où je me suis trompée, où j'ai pris des mauvaises décisions, c'est aussi des choses que je partage. Et je pense que ça m'a aussi aidé. En fait, c'est presque une thérapie, je trouve, d'avoir une communauté comme ça, parce que ça m'a aidé à accepter que, en fait, les gens allaient pas arrêter de m'aimer parce que j'étais pas parfaite, en gros. Et je pense que j'ai aussi grandi en mode, enfin, en me disant, voilà, faut que ma mère, elle soit contente, donc faut que je sois parfaite là-dedans, faut que je sois parfaite là-dedans, faut que je fasse si parfaitement. Et donc, j'ai toujours cherché la perfection. Et pareil, la communauté, ça m'a aidé à la lâcher parce que, bah, je me rends compte que je peux faire des erreurs, je peux les assumer et les gens vont pas arrêter de me suivre pour autant ou me trouver moins compétente, moins experte pour autant. Et je pense que ouais, en fait, finalement, ça m'a énormément aidé à assumer des trucs que j'aurais jamais pensé assumer, de type bah pas être aimé par tout le monde, pas être validé par tout le monde, ne pas être vue comme quelqu'un, comme une superwoman qui réussit tout ce qu'elle entreprend, mais aussi comme une meuf qui se casse la gueule souvent. Et voilà, je pense que ça m'a aidé dans ces parties-là, quoi. Et est-ce qu'il y a encore des gens qui, enfin, tu vois, une partie de ton audience qui idéalise, est-ce qu'il y a des trucs qu'ils idéalisent à mort dans ton parcours et qui sont totalement à côté de la plaque, tu vois? Est-ce que, enfin, tu vois, c'est le biais des réseaux sociaux, c'est que même si toi tu te montres, tel que tu es avec tes, enfin, j'imagine que ça renvoie quand même une image forcément extrême. Est-ce que ouais, tu trouves, tu as encore du feedback de trucs ultra idéalisés alors qu'ils sont à côté de la plaque? Ouais, 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 complètement. Bah, en fait, je pense que il y a beaucoup de gens qui se disent que euh, en fait, je pense que, en gros, j'ai beau faire tout le temps des disclaimers. Par exemple, dès que je partage un objectif ou que je dis quelque chose, je dis oui, mais regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis aussi foiré là-dedans, je me suis aussi foiré là-dedans. Mais il s'avère que c'est quand même, ça a quand même grandi ultra vite et je me suis développée ultra vite. Et donc, ça, forcément que les gens se disent que c'est, enfin, que je peux pas être comme eux, que il y a forcément des trucs qui font que moi j'en suis là et pas eux, etc. Et j'essaye de leur rappeler, tu vois, que c'est, en fait, c'est des trucs qui sont fondamentaux, mais à la fois basiques, qui font que j'en suis là, tu vois, je m'estime pas, et je leur dis tout le temps, je m'estime pas être plus intelligente ou avoir un QI surdéveloppé ou, enfin, être partie avec quelconque carte en main. Enfin, je pense que, alors oui, j'ai eu une bonne éducation, mes parents étaient profs, voilà, mais j'ai pas eu du tout enfin une éducation entrepreneuriale. Je me suis lancée à 19 ans, j'avais pas de compétences, pas de diplôme, pas d'études, rien du tout. Donc je pense que si j'ai réussi vite, c'est parce que tu vois typiquement tout le temps que la plupart des gens se posent des questions, se demandent est-ce que c'est bien, veulent faire un truc parfaitement, prennent le temps de se demander est-ce que c'est le bon moment, etc. Moi, je suis quelqu'un qui fonce, donc ultra vite et qui en a rien à faire de me prendre des énormes murs, de se foirer, de se taper la honte devant tout le monde parce que mes objectifs sont toujours plus importants que la potentielle gêne que je vais ressentir suite à un échec ou suite à me foirer. Et en fait, c'est les gens parfois peuvent idéaliser qui je suis ou ce que je fais, alors que la raison qui fait que je réussis, enfin les raisons qui font que je réussis, c'est pas des, enfin c'est des trucs qui sont à la portée des gens. Tu vois, donc ça veut pas dire que tout le monde va réussir à le faire, mais c'est pas des choses innées, je pense, qui me sont tombées du ciel et c'est des trucs qui sont reliés au passage à l'action, au courage, à la créativité, à l'envie de se dépasser, l'ambition. Mais c'est pas des choses fondamentalement qui font de moi quelqu'un de différent, tu vois. Je sais pas si Et beh, ouais, et beh, si, c'est super parlant et d'ailleurs, il y a une question que je t'ai pas posée tout à l'heure, c'est que tu as partagé tes chiffres et cetera, le fait que c'était beaucoup de taf, mais ça, je sais pas si tu le partages, j'imagine que oui, ça te prend combien de temps, tu vois? Est-ce que tu taffes tous les jours? Tu taffes combien de temps par jour? Que ça te prend, enfin, tu vois? Pour aussi montrer, le taf qu'il y a derrière, tu vois? alors, en vrai, alors je parle sur, disons que sur une moyenne, je taffe tous les jours. En vrai, j'ai pas de pause dans ma semaine. Je taffe à peu près, je pense, 8 heures par jour, du lundi au dimanche, à peu près. Peut-être que le dimanche, je vais être un petit peu plus chill, ça va peut-être être 4-5 heures, mais le mardi, je vais travailler 10-11 heures. Donc en soi, lycée sur une semaine, c'est à peu près 8 heures par jour. Ouais, c'est important de le dire aussi parce que c'est un facteur, tu parlais des facteurs à la portée des gens, bah, en fait,
le Ah mais facteur juste heure de taf à mettre, bah, il est méga important, quoi. non, mais ça c'est un truc que je me tue à répéter aussi, c'est que je conçois qu'on n'ait pas tous envie de passer notre vie à travailler. Moi, je pense pas que genre j'aurais toute ma vie envie de travailler H24. Pour autant, un des facteurs principaux qui fait que j'ai pu faire 5 millions d'euros en 4 ans, c'est que en 4 ans, j'ai pris quasiment, enfin les jours de pause que j'ai pris, ils se comptent sur les doigts des deux mains, quoi. Enfin, j'abuse, mais presque pas. En vrai, genre je suis toujours au taf. J'ai jamais mon ordi qui est loin de moi. J'ai jamais mon téléphone qui est loin de moi. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Je suis toujours en train de réfléchir. La nuit, je me réveille, j'ai une idée, je la note. J'arrête jamais, jamais, jamais de travailler. Et ça, c'est, enfin, dans l'échelle des trucs qui font que j'ai été aussi vite, c'est clairement que j'ai énormément charbonné et que c'est encore le cas maintenant. Et quand tu charbonnes, donc tu charbonnes en quantité, mais pour faire, pour arriver à faire ce que tu fais, je pense que tu dois être aussi efficace. Est-ce que tu as une organisation particulière, un truc à partager? Parce que quand on pilote un business et qu'on fait de la création de contenu, bah, il y a toujours un truc où tout à l'heure tu le disais, à un moment, j'étais full, enfin, j'étais avec mes clients, j'avais pas le temps et donc comment tu fais pour t'organiser? C'est-à-dire pour avoir le temps de créer du contenu, il y a du partie créative et une partie où tu délivres et tu fais du business, tu vois? Ouais. Non. Alors c'est très bateau parce qu'en vrai je pense que mon conseil tout le monde le sait déjà, mais c'est très simple, j'ai des blocs de temps dans mon agenda que je respecte coûte que coûte. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Mon organisation, c'est le dimanche, je me pose. Ok, combien de contenu je dois tourner, combien de trucs je dois faire, combien de posts LinkedIn, combien de TikTok, combien de Insta, combien de ci, combien de ça, combien de YouTube. Qu'est-ce que je dois faire d'autre pour mon business? Réfléchir à ça, recruter telle personne, lancer tel truc, voilà, bref, toutes mes tâches de la semaine. Et ensuite, je prends mon Google Agenda, je mets des blocs de temps, création de contenu YouTube, création de contenu Instagram. J'essaye de batcher pour, voilà, en 2 heures en faire le plus possible. Telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et je commence ma semaine le lundi. Je sais exactement ce que j'ai à faire chaque jour de la semaine. Et je peux être un peu flexible si par exemple le lundi j'ai trop mal dormi la veille et que du coup je vais faire du contenu vidéo, bah je vais remplacer par Ouais. du écrit ou autre. Je peux varier, enfin faire bouger des blocs, mais quoi qu'il arrive, ma semaine elle se termine pas tant que j'ai pas fait les tâches que j'avais à faire dans ma semaine, quoi. Et tu vois, je peux toujours paraître extrême en disant ça, et c'est pour ça que j'ai l'habitude de faire des disclaimers, parce que si par exemple je dis juste ça, et ben on va me dire que c'est toxique, etc. Mais ce dont je parle là, mon organisation, le fait que je respecte mes tâches, etc. C'est disons 80% à 90% sur l'année, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des semaines où j'ai la flemme et où je me dis vas-y tant pis, c'est pas grave, je me repose et je rattraperai plus tard. Mais sur 90% de mon année, je respecte à la lettre tout ce que j'ai à faire et je me trouve pas d'excuses pour pas le faire, quoi. OK, OK. Et genre, t'as déjà fait des pauses de réseaux sociaux? Genre, à un moment, t'as la flemme ou tu une crise où il y a un truc de la vie qui fait que tu disparais pendant une semaine, Non. tu Euh, réussi? OK. non, non, non. Franchement, non. Parce que, enfin, c'est, tu vois, c'est con, mais s'il y a un truc de la vie, bah, je vais pas forcément, tu vois, tout de suite le raconter, etc. Mais ça va me faire du bien de savoir qu'il y a des gens qui sont là. Enfin, en fait, c'est vraiment, c'est une addiction, quoi. Clairement, il y a pas. Donc, encore une fois, ça a ses beaux côtés, ses mauvais côtés, mais ça m'est jamais arrivé de faire des pauses réseaux sociaux. Et honnêtement, faudrait que je teste. Ça fait vraiment longtemps que je dis ça. Faudrait que je teste, mais pour l'instant, j'en ai jamais. Enfin, je me suis jamais imaginé. Enfin, comment c'est possible de faire ça, quoi. OK. Mais ouais, je pose la question parce qu'il y a les 2. En fait, il y a les 2 discours. Il y a le discours qui dit, bah, la parole s'use et donc on va saouler les gens et cetera et donc parfois, bah, en fait, quand on disparaît, on revient et finalement les gens sont contents, tu vois? C'est OK et il y a le discours qui dit: «Mais en fait, si tu lâches, tu peux te faire cancel, tu des gens qui il y a quelqu'un d'autre qui arrive et cetera» et c'est hyper dur de savoir, quelle est la vérité. En fait, je pense qu'il y a pas de vérité mais Je c'est pense qu'il y a pas de vérité, mais je pense que en fait, je pense que c'est un mix des deux. Genre, effectivement, si tu disparais, personne va t'attendre et le monde va continuer de tourner. Et bah, en fait, s'il y a un concurrent qui a pop pendant ce moment-là, bah, tout le monde va être ton concurrent. C'est un peu la dure loi du biz. Mais je pense que si tu as réussi à avoir cette communauté, à avoir ton heure de gloire et les gens qui te suivent, etc., ça veut dire que tu es capable aussi de l'avoir à nouveau. Donc en soi, je pense que la peur de se faire cancel devrait pas être une raison suffisante à ouais. ne pas prendre une pause si on en a besoin. Ça veut pas dire que quand tu vas revenir, tout le monde va être là à t'attendre, mais si tu l'as fait une fois, en gros, tu peux le refaire, je pense. Yes. Bah, tu pourras bah, j'imagine que tu en parleras si quand tu feras une pause. Ah oui, bien sûr, Hem, je ferai mon feed. heu,
là, aujourd'hui, du coup, tu as partagé quand même que tu étais entouré, tu as une équipe de freelance qui bosse avec toi, tu as un gros système en place. Qu'est-ce que si demain tu fais, allez, 10 millions de CA, par mois, genre, Mmh. tu as passé dans une autre dimension, qu'est-ce que tu délègueras jamais, tu vois? Même à 10 millions de CA par mois? Putain, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je délèguerai jamais? Mes lives avec mes clientes et mes stories Insta, je OK. pense. OK. Ouais, Pourquoi? tout le reste peut. Alors, mes lives avec mes clientes parce que je pense que c'est ma plus-value avec mon offre et c'est surtout ce que j'aime le plus faire au monde parce que c'est des femmes qui sont bah, du coup typiquement dans ma cible évidemment vu qu'elles ont acheté mon programme et que je vois en fait évoluer au fur et à mesure des lives. Par exemple, enfin, ça choque un petit peu quand je dis ça, mais ça fait, enfin, je fais 3 lives par semaine tout le temps avec mes clientes. Des fois, je me prends une petite semaine de pause, mais en gros, sur l'année, je fais quasiment tout le temps 3 heures de live par semaine avec elles et je le fais peu importe mon état, peu importe à quel point je suis dans le rush, peu importe que je sois en lancement ou pas, parce que c'est ce qui nous garde liés, tu vois, vu que, comme on disait, je peux plus être aussi proche de 3000 personnes individuellement, leur parler tous les jours, être là pour elles tous les jours, et ben en fait, le fait de les voir 3 fois par semaine en live, c'est ma façon de garder du lien avec elles. Et c'est ce que j'aime le plus, vraiment, enfin, que quand je dis que, enfin, j'ai créé tout ça autour de la communauté, c'est parce que vraiment, profondément, ce que j'aime, c'est être avec ma communauté et parler avec mes clientes. Donc ça, je le déléguerai jamais. Et les stories Insta pour la même raison, c'est parce que c'est vraiment dans mon quotidien, c'est moi qui leur parle, qui m'adresse directement à elles, qui leur partage vraiment ce que je vis moi. Tous les autres contenus, en vrai, je pourrais les déléguer. Si je trouve quelqu'un qui parle comme moi, qui réfléchit comme moi, que je donne évidemment les idées et les angles, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui les rédige. Ça, en vrai, j'y suis pas encore parce que je peux encore le faire et j'aime encore le faire. Mais si je fais 10 millions de CA, évidemment que j'aurais délégué ça. Mais par contre, genre, je déléguerai jamais les stories et les lives avec mes clients. Je pense que c'est ça. OK. OK, ouais, merci et ouais, donc là, dans ta réponse aussi, je comprends que c'est encore toi qui fais tous tes contenus? Ouais, oui. OK Je et fais même juste le design? non, ouais, non. En gros, je fais pas le montage, je fais pas le design. Enfin, en fait, je fais juste, c'est moi qui écris tout. Et, euh, et après, ben, si par exemple, pour Insta, c'est ma monteuse qui fait le montage. Pour YouTube, OK. pareil, j'ai une monteuse. Mais LinkedIn, par exemple, j'écris mes posts, quoi. OK et c'est quoi qui te challenge le plus aujourd'hui, tu vois, pour passer à l'étape d'après? Ouais, ouais. Alors moi, clairement, mon challenge du moment, c'est la visibilité. C'est ce qui me prend le plus de, enfin, c'est ce sur quoi je vais mettre un énorme focus en 2025 parce que, comme on en parlait un petit peu au départ, en fait, mon marché, il est au tout début et il y a pas, en fait, c'est ce pourquoi j'ai créé Boost on Biz au départ, c'est d'aider le maximum de femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont énormément de blocages à déconstruire, etc. Et là où des Iman, Gazi, Yomi, etc. Pour les hommes, ça fait déjà un petit moment que le marché il est éduqué, que les hommes savent qu'ils veulent gagner de l'argent, qu'ils peuvent le faire en ligne, qu'ils ont plein d'endroits pour aller se former. Ça n'existe absolument pas chez les femmes et je pense que on est au tout début de l'ère où les meufs veulent se développer, veulent elles aussi gagner de l'argent, devenir libres, devenir indépendantes. Pas forcément dans les mêmes, avec la même énergie et pour les mêmes choses que les hommes, mais en tout cas de la même manière. Et il y a personne sur ce créneau-là qui est enfin, un niveau de visibilité ou que pourrait Ouais, être Yumi ou même Iman, tu vois, dans un, bon, lui, il est sur le marché anglophone, mais voilà. Et donc, moi, en gros, mon objectif, c'est ça, c'est que, non seulement toutes les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat aient envie de passer par Boost on Biz, celles qui ouais, savent qu'elles veulent se lancer, mais qui savent pas quoi faire, et ben, qu'on les aide aussi dans Boost on Biz à trouver une idée, puis à se lancer. Et même plus loin que ça, que des femmes qui sont dans leur travail, dans leur CDI, qui ont aucune idée que l'entrepreneuriat ça existe et qu'elles peuvent faire quelque chose, bah que elles aussi elles puissent tomber sur mon contenu et que je puisse déjà leur dire que c'est possible, puis leur donner une idée, puis les aider à la développer. Donc en fait, enfin, il y a littéralement, je pense, des millions de femmes à toucher en francophonie. Et bah pour ça, j'ai besoin de beaucoup plus de visibilité. Et moi, aujourd'hui, j'arrive très très bien à convertir mon audience. Tu vois, par rapport à mon nombre d'abonnés, bah, j'arrive très bien à convertir en cliente. Mais par contre, devenir viral et avoir de la visibilité, ouais. c'est un autre compétence que j'ai pas pour le moment, vraiment pas. Et donc, bah, c'est mon objectif de 2025, c'est de devenir, enfin, d'apprendre à devenir viral en plus de savoir convertir, quoi. OK et ouais, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais jusqu'à présent, je crois que tu étais plutôt, sur du contenu organique. Ouais, à 100%. Tu
Ouais, tu utilisais pas la pub. Est-ce que dans ton plan, je sais pas si si c'est encore clair, si tu veux en parler, mais est-ce que dans ton plan, là, t'es prête à activer du coup d'autres leviers, comme par exemple la publicité payante ou autre, pour Oui, oui, passer oui, un cap? complètement. Alors tu vois, j'ai déjà un petit peu utilisé la pub, mais disons que sur mon chiffre d'affaires global, je pense que tu as peut-être 5% qui viennent de la pub, même pas en vrai, donc c'était majoritairement Ok. organique. Là, je suis prête à passer sur de la pub payante, mais en fait, je me dis, si je deviens assez forte en contenu viral, j'ai pas, en fait, j'ai pas forcément besoin d'avoir de la pub si je sais faire un contenu qui peut exploser, tu vois. Et du coup, mon focus, c'est plus d'apprendre à faire du contenu qui explose littéralement, qui devient viral, plutôt que d'utiliser la pub, même si je vais l'utiliser quand même, mais plus en, disons que c'est une sous-étape de ma stratégie qui est pas la principale. La truc numéro une, c'est vraiment d'apprendre vraiment la structure d'un post qui explose, quel hook, Ouais. quel truc, quel call to action pour arriver à ça. Et c'est un truc que je ne sais pas faire. Voilà, il y a des choses que je sais faire et ça, pour le coup, je ne sais pas le faire. Et donc, je vais apprendre à le faire. Je pense pas que ça doit être un objectif au départ, tu vois, d'avoir beaucoup de visibilité. Je pense que, enfin, je suis contente de mettre d'abord focus sur convertir, et savoir comment, ben, du coup, utiliser ma communauté. Et aujourd'hui, me dire, bah, maintenant, en fait, maintenant que je sais faire et que je sais que mon offre, elle vaut le coup et que je sais qu'il y a un besoin, bah, comment faire en sorte que toutes les femmes qui en ont besoin puissent tomber sur moi, quoi. Ouais. Et t'as des hommes d'ailleurs qui viennent sur Boost on Biz ou non? Alors oui, mais on est sur un extrême petit pourcentage. Je pense Ok. 3% peut-être. Mais tu les acceptes quand même, ceux Oui, qui viennent. oui, bien sûr. On m'a souvent demandé ça et évidemment jamais je refuserai quelqu'un parce que c'est un homme, de la même manière que je trouverais ça aberrant que quelqu'un refuse une femme parce que c'est une femme. Donc Ouais, je, ouais, je ok. refuserai jamais. Mais ma communication c'est pour les femmes, quoi. Ok, ok. Et si, question, je reviens un peu sur ta vision, mais si t'avais une baguette magique et que tu pouvais changer un truc dans le monde aujourd'hui, ce serait quoi? Ben je pense que ce serait bah, toujours par rapport aux femmes évidemment. Je pense que ce serait de en gros de leur mettre en tête qu'elles sont capables de faire ce qu'elles ont envie de faire. Parce qu'en fait à partir du moment où tu te sens capable de le faire, t'es capable de passer à l'action, t'es capable de tester, t'es capable de mettre en place des choses, t'es capable d'avancer. Mais en fait, le problème des femmes dans l'entrepreneuriat, et même des femmes en règle générale, c'est qu'elles ont pas assez confiance dans leur capacité à générer de l'argent pour plein de raisons, parce que bah, y a pas beaucoup de rôle modèles, parce que c'est le conditionnement depuis, enfin, c'est les hommes qui ramenaient de l'argent au foyer. Il y a encore 70 ans, elles pouvaient même pas avoir un compte bancaire, donc forcément qu'elles sont pas éduquées à gagner de l'argent et qu'elles ont pas confiance en elles. Donc si je pouvais avoir une baguette magique, et c'est ce que j'essaie de faire avec mon contenu, c'est de juste leur dire que vous êtes capable de le faire, que si vous voulez, vous pouvez gagner 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros par mois avec votre business, et qu'à partir du moment où vous commencez à le croire, c'est là que vous pouvez mettre en place les bonnes choses, quoi. Et tu parlais justement de rôle modèle. Toi, est-ce que tu pourrais partager un rôle modèle, une personne qui t'inspire? Ouais. Alors en tant que femme dans l'entrepreneuriat, Léna Situation, mon inspi numéro un. Caroline Receveur aussi beaucoup. Justine qui a fondé Respire, pareil, je la suis de plus en plus en ce moment, notamment sur LinkedIn, je la trouve hyper inspirante. Mais de base, celle que je suis corps et âme qui m'inspire, c'est Léna vraiment pour tout ce qu'elle fait. Genre autant pour, pareil, parce qu'elle a ce truc de communauté, de ouf, lien ultra proche avec son audience, entrepreneuse incroyable, ultra ambitieuse, qui monte des projets de partout. Et donc, enfin, moi, c'est mon inspi numéro un, quoi. Et elle a quasiment mon âge, donc. Ok, ok, ouais, elle a construit un truc de dingue. Et comment, là, merci à celles et ceux qui sont encore là. Comment on fait pour te contacter, te suivre? C'est quoi le meilleur moyen pour te suivre ou bosser avec toi ou aller sur Boost ton Biz? Ouais. Franchement, m'envoyer un message sur Insta ou sur LinkedIn. Je trie mes messages, je regarde tout ce qui passe. Et si jamais vous avez besoin de renseignements ou quoi que ce soit, vous m'envoyez juste un petit message et soit moi, soit une fille de mon équipe, on vous mettra en contact avec la team qui s'occupera d'avoir un appel et de discuter avec vous de votre projet, quoi. Donc un Ok, petit message sur mes réseaux, c'est très bien. ok. J'imagine qu'il y a tous les bons liens sur tes réseaux Oui, bien pour sûr, aller plus loin. bien sûr. Et top, top. Et ben, franchement, merci beaucoup pour le partage, Margot. Tu vois, moi, je sors dynamisé, quoi, parce que en fait, quand t'en parles, je sais pas si t'es tout le temps comme ça, ou si c'est le fait que tu parles d'un sujet qui t'anime, mais t'es tellement à fond, t'amènes tellement d'énergie que je comprends quand tu dis enfin, ça va bien avec Boost ton bise, et je Ouais, comprends quand tu dis que t'es là pour donner du let's punch go, aux femmes, quoi. let's go. En Et fait, voilà, ouais, pardon, ouais, vas-y. on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Non, mais exactement. Enfin, moi, c'est l'effet que je ressens, et voilà, et j'espère. Enfin, je suis curieux d'avoir
pour ceux qui nous écoutent vos feedbacks, ou n'hésitez pas à envoyer un petit feedback à Margot sur Insta ou LinkedIn. Moi, je sors boosté et j'espère voilà que ça vous aura fait cet effet boost aussi, sachant que des épisodes de podcast, moi je fais un podcast, on n'est pas là pour faire une masterclass ou un cours magistral sur la communauté. Les épisodes, c'est fait avant tout pour inspirer. Et je trouve que là, ça répond parfaitement au but de ce qu'est un épisode de podcast. Et voilà, pour les ressources plus actionnables, moi, ceux qui me suivent savent que j'ai une newsletter qui s'appelle le Carnet de Mathieu, où je donne un peu des templates, des choses qui sont parfois tirées de mes échanges, parfois tirées de mes échanges avec mes clients. N'oubliez pas, pour la visibilité du podcast aussi, de mettre 5 étoiles ou de faire un petit retour. Est-ce qu'il y a un truc, on peut renvoyer Margot principalement vers ton Insta, c'est ça? Ouais. Allez suivre Margot. C'est ça. Allez me suivre en story, c'est là où je suis la plus active, vraiment. Et franchement, Top. c'était un trop bon moment, j'ai adoré. J'espère que ceux qui nous ont écoutés aussi. Et en tout cas, merci pour l'invitation. C'était trop cool. Merci Margot. Salut. Salut!